Bonsoir à toutes et tous, bienvenue à la Biennale Nemo et à cette soirée Immaterial Art in Material World. Donc, merci aussi au Centre Wallonie-Bruxelles pour son accueil, au Centre culturel suisse Hors les Murs, ou plus exactement On the Road, et puis au Musée des Beaux-Arts du Locle, évidemment, et puis à tous les artistes qui vont participer à cette soirée, que ce soit à la table ou en performance ce soir. Bon, moi, je suis directeur artistique de la Biennale Nemo, aux côtés de Claire Bouly, administratrice de la Biennale, qui sera la maîtresse des horloges, un petit peu, qui va être aux commandes des machines. Et j'ai le plaisir d'animer la première table ronde intitulée « La nature en environnement utopique pour la création », qui va s'orienter sur des propositions artistiques autour du vivant. Et ce sont des propositions qui sont présentées dans l'exposition principale de Nemo 25, donc au 104 Paris. L'exposition s'appelle « Les illusions retrouvées ». Et sa thématique générale est l'utopie. Donc les participants de la table ronde sont Juliette Lefay, du collectif Super Organique, Ismaël Geoffroy Chandoutis, pardon, on connaît par cœur, le Néo-Consortium, et alors vous pourrez leur poser toutes vos questions à la fin de leurs exposés. Et sans plus attendre, nous allons rejoindre Marc Lee, donc un artiste suisse, mais qui se trouve être en Chine. Donc, on va lancer tout de suite la visio et il va nous présenter son projet Speculative Evolution. Et voilà, ça ne devrait pas prendre beaucoup de temps. Et, hello, Mark. Yes, hello. Okay, how are Can you you? hear me? Are you ready for the presentation? I'm in Chongqing in China. Okay. You'll tell us afterwards what you are doing there. But now, are you ready for the presentation? Yes. Okay, so let's go. Thanks. Yes. Thank you. I will share my screen. So, yes, hello everybody, and thank you so much for the invitation and for giving me the chance to introduce our project Speculative Evolution, and of course that it can be part of the Nemo Biennale. I often work in collaboration. In this case, it's a collaboration with Sherwin Zerami. He created unique sounds for 40 animals solely by coding. I'm a software developer and artist, creating mostly projects that are interactive and change constantly over time. So I show you now, maybe this one, how speculative evolution looks at the Nemo Biennale. Speculative evolution imagines a speculative ecosystem 30 years from now, where artificial intelligence, robotic and biotechnologies work together to create and optimize spaces to withstand the increasingly hostile environment. From the perspective of an AI simulator, the audience is invited to create new animals, fungi, plants and robots, fly with those engineered and mutated spaces, and observe the changing ecosystem. So here you see the same thing on the mobile app. You see here in the large projection, and there are 3 extra screens and they are synchronized. So for example, if the user navigates to a beetle, then you see statistics about the beetle, how its gene manipulated in real life, in a laboratory settings, and yes, and all the variation of this beetle. So to explain the installation, I show you a very short video. And before, actually, I wanted to mention our interests. So we are especially interested about the speculative concept about AI engines entering into a symbiotic relationship with the ecosystem. And thinking about that, so what results would this lead to? And what this may look and sound like. So now I'm playing the video. Speculative Evolution is a mobile app that can be used for interactive installations. The mobile display is transferred to a screen, or to a projection, or to a dual projection where additional statistics and information about the ongoing simulation are shown. Biotechnology like AI is a rapidly developing technology with daily new publications. We selected some of the scientific publications on synthetic biology, genetic engineering, and robotics. Based on this research, we envisioned how species could be further developed and formulated text prompts to create AI-generated images using DALL-E.
For example, bees which lose the sense of orientation due to pesticides have been genetically engineered for disease resistance, as a laboratory research 2020. In this 3D simulation, bees have 3D printed parts repairing their lost navigation abilities. We imagine a future where technologies like 3D printing, CRISPR, and genetic engineering are used to modify species for a higher chance of survival. You are invited to use this mobile app to create new animal, fungi, plant and robot variations and fly with them through a speculative ecosystem from the perspective of an AI agent. Machine learning technologies are already being used to identify, monitor, and map species. And it's not hard to imagine a not too distant future where AI agents balances an ecosystem. Yeah, so actually we started working on this project 4 years ago, and it's kind of a series. And so the previous projects are called Yanto and Calm, and it was partly created at the Transmediale studio. I did a residency there, and I was also able to visit 2 labs where they do gene modification on animals. In this work, AI is used for maybe three different things. So the concept is about the AI who controlling the ecosystem. Then the mobile app you will see from the first perspective view, and you mainly see that the imageries, you see the spaces, and around the spaces there are frames. And these frames, they are used also in machine learning to detect images. And so you see the frame, you see what you see, and maybe some other information about it. And lastly, all the images are created by AI, and the new creatures which the user are creating, they are having a short text. There are 2 possibilities you have in the mobile app. You can make a new variation, or you can create a completely new chimera species. This is the example of the honeybees. So the first animal, there are about 40, all sorts of animals, but the first one I created using AI, and the other ones are created by the user of the mobile app. So this one is created a variation from this, and then goes to that, and to that, and to that, and so on. So you can make endless variation from the honeybee. And each animal has also, and also its plants and fungi has a research paper behind how they already gene manipulated in real life, mostly as a laboratory setting. And it has a prediction how they could be further enhanced based on the scientific research. And the other species are chimeras. And chimeras, you can freely combine animals from these plants and robots, whatever you want. So in this case, a user created an animal from a frog and a snail. This leads to these species, and then another user mixed it with tomato, and even you could mix it with robots. And then finally, AI created this image and created this text about the role in the environment. So far, there are about 8,000 species in this mobile app environment. Now I show you a very short video about the chimeras and the role they have in the environment. And this video is created from the mobile app, it's kind of a screenshot, and the voice explaining the text which AI created. Hi AI agents, create new chimeras based on scientific publications such as robotics, 3D printing, CRISPR, and genetic engineering to help balance our ecosystem, improving its biodiversity, sustainability, health, and resilience. AI agents evolve new forms of life that can thrive where nature once set limits. The hybrid gecko, infused with moth genetic material, exhibits enhanced adhesive capabilities and bioluminescent patterns, revolutionizing bio-inspired materials. Transgenic ant hybrids exhibit silken exoskeletons and enhanced cooperative silk spinning behaviors,
revolutionizing biofabrication and ecological interactions. Combining the intricate flight mechanics of dragonfly robots with the adaptive properties of fungal genetic material results in a versatile and resilient robotic organism. A genetically modified futuristic chimera, created by splicing sugar beet DNA into cockroaches, grants enhanced nutrient synthesis and fertilizes the environment by excreting bio-enriched waste. Biotech-enhanced mosquitoes, infused with gecko traits, exhibit remarkable adhesive abilities, enabling them to traverse vertical surfaces with unprecedented agility. Resilient microrobot. Okay, so I quickly explain you how this works with the AI prompt. So in case the user chooses to make a camera, he chooses 2 images, and those images are uploaded to AI service at Replicate and using a prompt. So the prompt is always the same. In this case, a highly detailed photorealistic frog, for example, with integrated tomato parts facing the viewer, making direct eye contact. The frog has highly realistic textures. This leads to an image. This image, in this image, the background will be removed and it will be automatically integrated in the mobile app. And the text prompt, I use ChatGPT, GPT-4 mini. The role is you are a scientific assistant, use varied scientific languages and sentence structures, keep it biological plausible. And the prompt, write a scientific sentence with certain characters about a futuristic chimera created by, in this case, frog with a tomato part. So I already come to the conclusion. So speculative evolution aims to inspect our tendency to simplify complex ecosystems by treating nature as a system that can be fixed. A big influence about this work was the book by Elizabeth Kolbert called Under the White Sky. And in this book, she described, I mean, it has different aspects, but one main point was she described problems. Because this way, so humans try to solve problems, telling examples about this, and by trying to solve the problems, even bigger problems arise. Yes, so thank you very much. I will stop here and try to go sharing. Yeah, okay. Thank you, Mark. Thank you very much, Mark. Okay. Have fun in China. Je voudrais juste rajouter que Speculative Evolution est une application que vous pouvez télécharger gratuitement sur le Google Play Store. Ça marche que sur Android, mais c'est déjà pas mal. Et vous pouvez continuer à fabriquer des blattes robotiques, par exemple chez vous, si ça vous manque. Enfin, voilà, donc Speculative Evolution sur le Google Play Store. Ok, donc bye bye Marc. Bye bye. Thank you very much. Bye bye. Donc je vais passer maintenant la parole à Juliette Lefay qui avec Théo Brice forme le duo ou l'entreprise ou la start-up, je ne sais que Studio. Le studio Super Organique à propos de leur projet Plant Being. Qui est à la fois, pour le coup, qui est à la fois présenté au 104 et aussi à la scène musicale de Boulogne. Donc Juliette, est-ce que tu pourrais tout d'abord nous présenter brièvement ton studio, donc Super Organique, qui est aussi par ailleurs incubé au 104, dans la 104 Factory. Tout à fait. Voilà, donc c'est à toi. Eh ben, merci de nous recevoir. Donc Super Organique, c'est un studio créatif spécialisé en art numérique. Donc on va créer des expériences immersives, interactives, mais surtout oniriques, poétiques et qui va mettre en avant la nature. Donc on est certes dans l'art numérique, mais on va avoir cette vision, on va utiliser la technologie non pas pour nous couper de notre environnement, comme on a l'habitude de le faire avec nos smartphones, nos écrans, ou même la réalité virtuelle, où on va dans un autre univers. Nous, on va essayer d'utiliser cette tech
mais vraiment pour nous reconnecter à l'environnement et au milieu naturel. Ok. Très bien. Bah écoute, peut-être il est temps que tu nous dises en quoi consiste Plant Being, comment ça marche, tout ça, comment fonctionne le dispositif. Je crois que tu as une vidéo pour ça. Oui, je vais vous en parler un peu et puis après D'accord. on pourra mettre cette vidéo qui a été filmée du coup à la Biennale Nemo au 104. Ok, d'accord. Donc Plant Being, c'est l'œuvre qu'on expose dans le cadre de Nemo. Donc on l'expose à 2 endroits, au 104 et à la scène musicale. Plant Being, c'est donc une installation interactive. Donc c'est une installation audiovisuelle qui va être entièrement générée par une plante. Donc on a cette plante qui a sur ses feuilles certains capteurs. Les capteurs vont capter son activité électrique, qui est une activité naturelle, et vont la retranscrire en temps réel, en son et en image. Donc c'est vraiment la plante qui va générer toute l'installation. Peut-être qu'on peut mettre la vidéo pour avoir une idée un peu plus claire. Très bien. Et alors, en fait, comment elles réagissent, comment elles perçoivent des stimuli, et comment ça fonctionne en fait? Alors pour ce côté-là, nous on est plutôt du côté artistique. Donc pour tout ce qui est explication plus scientifique, on a collaboré via le CNRS avec un laboratoire qui s'appelle le LID. On a travaillé avec 2 ingénieurs en biologie végétale qui s'appellent Delphine Bonin et François Bouteau. Et en fait, la manière dont ce qu'on capte, ces influx électriques, c'est des signaux qui se propagent dans la plante, dans tout son organisme, et qui va répondre à des stimulations extérieures. Donc ça peut être par exemple le soleil pendant la journée, le toucher, etc. Quand elle réagit à son environnement, elle va transmettre en interne une réaction électrochimique. Nous, on va capter le côté électrique. C'est ça qu'on voit. Donc là, ce qu'on a vu par exemple dans la vidéo, donc on a en effet la transcription artistique, en son et en visuel, qui sont des choix de notre part, mais on a aussi ce petit écran où on voit donc, les données brutes qu'on capte, et c'est ces données qui sont captées, qui sont transformées ensuite en direct. D'accord. Et est-ce qu'elles ont toutes des réactions similaires en fait, les plantes? Est-ce qu'elles ont tendance à réagir de la même manière? Qu'est-ce qui fait qu'elles réagissent éventuellement différemment d'une plante à l'autre, le jour, la nuit, enfin Alors, les plantes en général vont avoir le même fonctionnement. Pour cette installation, on a déjà travaillé Plant Being avec beaucoup d'espèces de plantes différentes. C'est leur manière de fonctionner, mais alors bien sûr, elles vont pas comme nous humains, on va avoir un fonctionnement général commun, mais on va ensuite avoir certaines spécificités. Nous, la manière dont on capte aujourd'hui cette activité, on ne fait pas derrière des interprétations, des mesures, des calculs qui permettraient vraiment de voir les différences entre les plantes, mais forcément oui, il y en a. D'accord, d'accord. Et est-ce qu'elles s'habituent finalement à, quand on les caresse, est-ce qu'elles s'habituent au bout d'un moment? Enfin, moi je sais qu'à chaque fois que j'ai touché une feuille, elle a toujours réagi très mal, je pense qu'elle m'aime pas. Elles font toujours des nuages rouges, etc. Donc, ça ne s'habitue pas. Mais est-ce qu'il y a des gens qui
qui arrive finalement à entretenir une sorte de relation comme ça, très douce avec... Alors, il y a beaucoup de tests qui ont été faits. En effet, les plantes sont très sensibles au toucher. Donc, quand on les touche, elles vont sur le petit l'écran, on voit vraiment leur databoard, on va avoir un pic. Et les couleurs vont aller en effet plus vers le orange-rouge. Et il y a un phénomène où si on la stimule beaucoup, parce qu'en fait, elles sont très sensibles. Donc, là, sur la vidéo, on a mis les spectateurs qui touchaient délicatement la plante. C'est pas Moi le cas. aussi, hein, moi aussi. Hein. C'est pas le cas de tous les spectateurs. Mais il y a un effet où, je sais plus le terme exact, mais un effet un peu de surstress où si on les surstimule, elles arrêtent de réagir. Tout simplement parce que si elles continuent à réagir autant, ça serait beaucoup trop, elles dépenseraient beaucoup trop d'énergie et donc elles pourraient mourir, quoi. Okay. Peut-être que nous aussi, humains, on réagit de la même Mais manière. On peut pas aller jusqu'à dire qu'elles aiment ou qu'elles n'aiment pas tel. Nous, on capte juste les signaux et donc on ne peut pas interpréter, on peut faire, si on le souhaite, d'une manière artistique, des interprétations en tant qu'humain, mais la seule chose qu'on peut vraiment dire, c'est qu'elles réagissent. D'accord. Et qu'est-ce qui globalement vous a inspiré pour cette installation? Qu'est-ce qui vous a donné envie de partir là-dessus? Ce qui a inspiré donc, Théo Brice, qui est mon collègue et le directeur artistique de cette installation, c'est des expériences qui ont été menées dans les années 80 de Cliff Baxter. Cliff Baxter, c'est l'inventeur du détecteur de mensonges et il travaillait à la CIA. C'était un scientifique reconnu. Et en fait, le détecteur de mensonges, c'est à peu près la même technologie. C'est un capteur qui va capter la différence de potentiel électrique et donc de voir quand est-ce qu'il y a un stress dans l'organisme. Donc un jour, c'est un scientifique, c'est quelqu'un qui aime expérimenter. Il a décidé de prendre son matériel et de le mettre sur une plante. Il s'est rendu compte qu'il avait à peu près les mêmes types de signaux. Et voilà, il a voulu soumettre la plante à un stress. Son expérience était donc de vouloir brûler la plante. Et il s'est rendu compte que la plante émettait certes un pic de stress, mais pas au moment où il était en train de la brûler, mais au moment où il a eu l'intention de la brûler. De là, sa vie a complètement changé. Et nous, donc il a été discrédité aussi de tout ce monde scientifique. Il a écrit un livre qui s'appelle Primary Perception, si vous voulez le lire, qui est très intéressant. Et nous, ça nous a inspiré sur le fait que, donc sans affirmer que les plantes vont lire nos intentions, mais pourquoi pas, ça a été une observation. Ça nous a inspiré sur le fait que peut-être les plantes sont plus sensibles à leur environnement qu'on ne le pense, qu'elles captent leur environnement, les personnes qui composent leur environnement, et même, pourquoi pas, les intentions des spectateurs. Blending, c'est donc un moyen, on a voulu, à l'inverse, donner à la plante un moyen plus direct de communiquer avec nous, donc via ce dispositif. D'accord. Tout ça est très clair. Est-ce que tu peux nous parler peut-être d'autres projets qui sont en cours ou à venir de super organique? Oui, on a donc le super organique, on va faire des projets toujours art-science. Pour Plant Being, on va travailler, donc toujours un projet avec le laboratoire Le Lead. On va aujourd'hui travailler avec des arbres. Donc on n'a pas encore travaillé avec des arbres. Donc on est même en train de chercher un arbre dans Paris. On cherche un peu l'arbre idéal qui serait dans un endroit donc, visite du public mais un peu protégé pour qu'on puisse mettre nos dispositifs. Voilà, si vous connaissez cet arbre, je suis toute oui. Et ensuite, on a un autre projet sur la cinématique. Donc là, c'est toujours ce côté de révéler l'invisible. Ça va être de, du coup, montrer les ondes sonores sur l'eau. Et donc, voilà, ce côté de, pareil, ce qui existe et ce qu'on ne voit pas forcément à l'œil nu. Merci infiniment. Merci. Très bien, merci. Je crois qu'on peut l'applaudir. Ça va être au tour d'Ismaël Geoffroy Chandoutis, mon voisin, de s'exprimer.
Alors Ismaël, ton film s'appelle Rewild, donc il est visible évidemment au 104 en ce moment, il dure 13 minutes, on va en voir 5 minutes je crois. Est-ce que tu pourrais dès lors nous faire un bref résumé de cette histoire, de ce jeune fermier à qui va arriver des choses pas très belles, et de comment il va s'en sortir? Alors c'est un film qui autour de la question du deuil animal, qui est vu à travers le portrait de Thomas, donc un jeune fils d'agriculteur d'abord, qui va évidemment, comme beaucoup de fils d'agriculteurs, prendre le destin de la ferme familiale en marche. Et à l'été 2025, il y a eu une maladie qui est la dermatose nodulaire, qui a été principalement le foyer, c'était en Haute-Savoie. Et donc, Thomas, en fait, de leur vache va être contaminé, et à partir de là, c'est tout le troupeau qui est infecté. Et dans ce cas de figure, la Commission européenne demande les lois, c'est d'abattre tout le troupeau, ce qui évidemment pose plein de questions. Et donc, on va le suivre en train de faire le deuil de ce troupeau, où d'un coup, une ferme très vivante va être complètement vide. Et je vous en dis pas plus sur les extraits. D'accord, on va regarder tout de suite ces fameuses 5 minutes. 12 Thomas avec abondance. Oh, il te pousse. Attention. Oh. Et voilà. Ça va mon grand? Il t'aime bien, hein? Ok. Alors, bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Ok, super. Merci à tous d'être venus, ça me fait vraiment plaisir. Alors, vous le savez peut-être déjà, mais en gros, le mois dernier, l'État a abattu toutes nos vaches, les 103 à cause du virus DNC. Alors, il n'y en avait qu'une seule qui l'avait, mais bon. C'est injuste, voilà, et du coup avec mon père et ma mère, on se retrouve dans une étable vide, et il n'y a plus rien, du tout. Pour l'État, c'est juste une procédure administrative, bien sûr, mais en fait pour nous c'est notre famille. En fait, on n'a pas pu vraiment leur dire au revoir. On fait des funérailles pour les chiens et pour les chats, mais on n'en fait pas pour les vaches. Parce qu'on n'en fait jamais pour les vaches. Et donc, moi, j'ai envie de faire ça ici. Alors, j'ai écrit un texte que je vais vous lire. Marguerite était née le même jour que moi. Elle tenait pas sur ses pattes. Ma mère lui a donné le biberon pendant 3 semaines. On avait grandi ensemble. Et quand j'avais 8 ans, je m'asseyais contre elle pour faire mes devoirs dans l'étable. Elle aimait qu'on lui gratte entre les cornes, là où les poils font épi. Rousse savait ouvrir le loquet du portail avec sa langue. 3 fois par semaine, on la retrouvait dans le potager de la voisine. Elle attendait qu'on vienne la chercher, tranquille. Elle mangeait des salades. Et Kaline avait élevé 7 veaux qui n'étaient pas les siens. Dès qu'un nouveau-né était rejeté, on la mettait près d'elle. Elle le léchait, le réchauffait, refusait jamais rien. Ce sont que 3 exemples, mais chaque vache avait son propre caractère, son âme. Alors, ce soir, je dis pour la première fois, adieu mes vaches. Merci. Et pour finir, mon ami va maintenant nous chanter un kulning. C'est ce qu'on chantait autrefois pour appeler les vaches dans les montagnes. Alors, merci encore.
tu as utilisé le jeu Farming Simulator comme un outil de cinéma, et puis aussi un espace thérapeutique, etc., pour cette salle de deuil collective, avec un gameplay qui devient un travail de deuil, etc. Quelles étaient en fait tes intentions formelles et ton processus de création? C'est vraiment parti de 1, 2, voilà. Donc c'est toujours parti du constat au départ de cette impossibilité de faire une cérémonie pour les vaches qui sont considérées, dès l'instant où elles décèdent, elles sont considérées comme un déchet. C'est très spécial puisque évidemment il y a une tradition millénaire qui est plutôt d'être avec un animal sacré, pour lequel par exemple en Inde on continue de faire des cérémonies aussi impressionnantes que pour des humains. En France ce n'est plus le cas. Et donc le jeu a tout de suite été dans des discussions avec beaucoup de personnes que j'ai rencontrées, donc fermiers et surtout ados, un espace qui était pris un peu comme une utopie. Alors d'abord c'était sur la question de la solitude des fermiers, que le jeu les connectait ensemble, en fait, des réalités qui se connectent. Et puis en voyant des sujets hautement sérieux se passer en même temps qu'on joue d'une manière assez légère, parce que le jeu reste ça reste infiniment moins compliqué que le réel. Je me suis dit qu'on pouvait creuser la chose et que ça pouvait être intéressante, et c'est là que s'est posée la question de créer une cérémonie et de considérer aussi, d'un point de vue formel, l'espace virtuel et le jeu comme peut-être une muséification de quelque chose qui n'existera plus, dans le sens où cette ferme est probablement condamnée ou pas, mais en tout cas elle est hautement remise en question dans sa succession face aux énormes difficultés que l'on connaît et qui ne font que continuer en fait dans cette direction. Donc voilà, le jeu l'idée c'est avec le personnage, ce qu'ils font souvent c'est partir de leur réel, essayer de le peupler en fait, de le mettre en miroir avec des limites. Et ce qui est intéressant, c'est que Farming Simulator, c'est un jeu assez paradoxal parce que la mort n'est pas représentée non plus. Donc il y a quelque chose d'assez machinique, mais il y a des moyens de le détourner, il y a des moyens de recoder le jeu, et toutes ces communautés essayent de pousser au-delà du cadre qui a été mis en place par les développeurs pour créer leur idéal de ce que serait le deuil, une agriculture durable, etc. Et ça, je trouvais ça hyper intéressant. C'est là que c'est... Parce que tu as essayé de détourner un petit, dans un premier temps, de détourner un petit peu le jeu, parce que c'est un jeu extrêmement productiviste, il faut grandir. Toi, tu as essayé d'en faire aussi un petit peu un jeu peut-être plus écologique, plus durable, plus raisonné, etc. Et je sais que tu as un petit peu buté sur... Pour l'instant, on creuse, on essaie de tourner, on discute, et puis à un moment, quand on arrive à la racine c'est que le capitalisme il est vraiment hard-codé dans le jeu, dans le sens où il faut toujours accumuler plus, il n'y a jamais de fin en fait. Ça résonne. On peut aller à l'infini dans l'exploitation des sols, ce qui est bien évidemment pas possible, forcément une limite. Donc la limite n'existe pas, mais les gens essayent de plus en plus d'implémenter la notion de limite à tous les points de vue. Et donc je pense que, parce que là on parle quand même de gens qui ont envie de passer du temps à s'investir là-dedans, ce qui n'est pas forcément au moment où on passe l'adolescence trop possible après, avec la gestion de la vraie ferme. Mais je pense que par exemple avec l'IA, il sera possible, même sans trop être long dans la programmation, de donner une intention à l'IA qui pourra recoder le jeu en temps réel pour en faire un monde à notre image. Alors, évidemment, question habituelle, est-ce que tu as d'autres projets en cours? Donc là j'ai un autre projet qui est au long cours, qui a démarré avec la Biennale Nemo 2023, qui est un projet qui s'appelle The Goldberg Variations, qui est sur un jeune adolescent qui s'est créé une centaine de personnages sur internet, toutes plus extrêmes que les autres, et donc qui raconte quelque part le monde post-vérité dans lequel on est, où en allant sur internet, il faut partir du postulat que tout est faux jusqu'à ce que ça soit prouvé être créé par un humain ou écrit par un humain.
Et donc ce projet-là, je le développe avec la Villa Albertine, où je vais partir en résidence entre février et avril, à l'endroit où il est, c'est-à-dire au nord de la Floride, à Jacksonville. Écoute, on aimerait bien partir avec toi. Merci beaucoup Ismaël. On peut applaudir. Je vous invite vraiment à voir ce film en entier au 104 dans l'expo parce qu'il est vraiment très émouvant et c'est pas du tout évident de dire qu'on arrive à être ému en 13 minutes avec un film qui utilise un jeu vidéo comme moteur. C'est pas évident et pourtant ça fonctionne admirablement bien. Alors, donc merci à Juliette et merci à Ismaël pour ces deux projets. Alors, il y a un monde où je pourrais dire que nous allons maintenant passer aux choses sérieuses. Voilà, avec le Néo-Consortium et deux de ses représentants, Daniel Gutmann et Jean-Louis Ardouin, qui nous font l'honneur de leur présence. Alors, avant d'en venir au projet Biodiversité 2.0 que vous menez au 104, est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu en images comment le Néo-Consortium est devenu ce leader sur le marché des formes plastiques à haute ubiquité, en attendant peut-être sans doute de devenir leader tout court sur le marché de l'art contemporain? On va commencer. Dans le micro. Oui. Alors, bonsoir. Tout d'abord, merci Gilles pour ton invitation et merci au Centre culturel suisse, merci au Centre Wallonie-Bruxelles aussi de nous accueillir. Mon collègue et moi-même sommes ici pour vous présenter le Néo-Consortium. Sommes ici pour vous présenter le Néo-Consortium. Comme c'est une soirée très dense, nous allons faire une présentation resserrée et après si vous avez des questions, on sera ravis d'y répondre. Le Néo-Consortium, c'est une multinationale qui produit de l'art sous la forme de polyèdres irréguliers, qui porte le nom de moduloforme. Alors pour vous permettre de vous familiariser avec le moduloforme, nous avons apporté un moduloforme de démonstration que nous allons vous demander de faire circuler parmi vous. Alors, nous avons choisi un exemplaire qui ne présente absolument aucun danger. Vous pouvez le manipuler en toute sécurité. Je précise que chaque moduloforme est unique. Pour lui conserver toute sa pertinence artistique, nos équipes renouvellent ses caractéristiques en permanence. Oui. Et voilà. Et c'est grâce à cette démarche proactive que le Néo-Consortium a su devenir leader sur le marché des formes plastiques à haute ubiquité. Il faut savoir que le Néo-Consortium élargit constamment son champ son champ d'investigation, et si bien que le moduloforme est en passe de devenir un standard dans tous les domaines. Toujours en croissance, le Néo-Consortium crée continuellement de nouveaux départements et de nouveaux services. Je vais vous en présenter quelques-uns. Par exemple, le bureau des implantations domestiques qui déploie la toute première gamme de mobilier avec moduloforme intégré. Ou encore le département d'innovation sylvestre qui réactualise l'imaginaire autarcique. D'ailleurs, la cabane du Néo-Consortium a été présentée ici même en 2019 dans le cadre de Novax. Comme je vous l'ai dit, le moduloforme fait l'objet d'une innovation plastique et conceptuelle permanente. Ici, ce sont nos équipes du laboratoire d'agroesthétique qui travaillent à faire produire des moduloformes par du vivant. Donc vous découvrez maintenant quelques-uns des résultats des recherches en cours. En 1, vous avez une production d'oranges moduloformées. Grâce au travail de nos chercheurs, chaque orange devient une œuvre d'art unique. Et comme vous pouvez l'imaginer, la création de valeurs associées par rapport à une production d'oranges de table est incomparable. Sans parler des oranges à jus. Alors ici, vous voyez le résultat du croisement entre des lapins et des petits pois. Et en 3, vous avez le résultat d'une manipulation génétique visant à moduloformer des souris de laboratoire avec pour objectif à long terme de réactualiser la forme de l'ensemble des mammifères. Le Néo-Consortium, ce sont aussi de belles opérations de solidarité. Par exemple, en 2020 à Cahors, nous avons réalisé le tout premier monument commémoratif dédié à la fin des hydrocarbures.
Alors, son installation a donné lieu à une inauguration officielle qui a été suivie par une vente aux enchères publiques en soutien aux compagnies pétrolières et leurs actionnaires qui seront les premières victimes de la sortie des énergies fossiles. Nous avons sollicité, alors à cette occasion, nous avons sollicité tous nos collaborateurs et ils ont été nombreux à proposer des pièces pour nourrir le catalogue de la vente aux enchères. Au Néoconsortium, nous œuvrons aussi à rendre le monde plus sûr. En 2021, le département de la sécurité plastique a développé le moduloforme panoptique, qui est la toute première œuvre d'art de surveillance et qui a été présentée à la Biennale au 104 Paris dans le cadre de la Biennale Nemo. Il s'agit d'un moduloforme en miroir sans teint, à l'intérieur duquel sont installées des caméras de surveillance qui observent l'environnement de l'œuvre à 360 degrés. Puis un logiciel associé à de l'IA identifie les visiteurs et restitue le parcours de chacun d'eux autour de la sculpture. Le Néoconsortium, ce sont aussi des projets qui regardent vers les étoiles. Ainsi, en 2021, avec le projet Exoform, lauréat de Monde Nouveau, le Néoconsortium invente la toute première œuvre d'art visible depuis l'espace et destinée à accompagner l'essor du tourisme spatial. L'exoforme est un moduloforme rose, en matière rose, transparente, aux arêtes lumineuses et pulsantes et aux dimensions hors normes. Ce projet débutera par la construction. Ce projet débutera par la construction de facettes de dimensions gigantesques autour des plus grandes villes françaises, puis européennes, et à terme, l'exoforme recouvrira, enveloppera toute la Terre comme un écran. Et il sera donc visible depuis l'espace. Alors bon, comme on peut l'imaginer, les dimensions inédites d'un tel projet posent encore quelques difficultés techniques, mais le Néoconsortium travaille d'ores et déjà à son implantation. Comme ce projet rend l'art enfin accessible à tous, il rend obsolète les centres d'art. Et c'est pourquoi les piliers qui supporteront l'édifice occuperont les espaces qui leur étaient réservés. Le 104, le 28 pour il y aura le premier pied. Et voilà, c'est ça, le 104 est partenaire du projet depuis son origine. C'est donc tout naturellement à la place de sa grande nef que s'élèvera le premier pilier qui supportera l'exoforme. Encore merci. L'intitulé de cette table ronde est La nature, un environnement utopique pour la création. Je vais donc laisser la parole à un de nos experts qui va vous exposer la stratégie du Néoconsortium en matière de nature, d'environnement, d'utopie et de création. Vous m'entendez ? En 2018, le Néoconsortium a fait le constat qu'avec l'Anthropocène, le marché de l'art commémoratif va exploser. L'Anthropocène, ça veut dire des disparitions d'espèces, des catastrophes climatiques, des écosystèmes rayés de la carte. Pour répondre à ces nouvelles opportunités, le Néoconsortium a inventé le Bureau de l'anticipation des désastres. Depuis, celui-ci développe un catalogue d'œuvres mémorielles adapté à tous les écosystèmes. Et ses experts sont mobilisés 24 heures sur 24 pour répondre en temps réel à toute urgence commémorative. Ici, par exemple, vous découvrez un moduloforme dédié aux Arabes à gorge bleue, un perroquet endémique de Bolivie, qui est à présent en danger critique d'extinction. Vous pouvez constater l'efficacité commémorative du moduloforme. Mais ces dernières années, l'activité du Bureau de l'anticipation des désastres s'est révolutionnée. En effet, si l'on veut maintenir une croissance indispensable au développement économique, l'effondrement de la biodiversité est inévitable. Et ça s'anticipe. Il ne s'agit plus seulement de commémorer la biodiversité disparue, il s'agit de la remplacer par une biodiversité 2.0, faite d'animaux artificiels, les zooformes. Les zooformes sont des sculptures rendues mobiles, interactives et intelligentes grâce à l'IA. On recoupe donc la première évolution, l'évolution spéculative. Pour évoquer la faune disparue, le Néoconsortium s'inspire des animaux et reproduit leurs fonctionnalités. Battre des ailes, remuer la trompe ou la queue, etc.
Autant de traits qui nous ont émerveillés et que nous conserverons pour magnifier le zooforme. En associant plusieurs fonctionnalités sur une même créature, on peut imaginer des combinaisons infinies et s'affranchir enfin des limites de la biodiversité 1.0, tout en lui rendant hommage. Avec le zooforme, on peut laisser libre cours à sa créativité et réinventer le monde. Cette nouvelle offre a été développée avec le soutien du Quai des Savoirs à Toulouse et du Centre de Paris. Elle est présentée actuellement à la Biennale Nemo. Je laisse ma collègue conclure. Pour finir, j'aimerais rappeler que le Néo-Consortium, ce sont aussi de belles valeurs, une longue histoire, puisque le Néo-Consortium fêtera son tricentenaire l'année prochaine, des initiatives courageuses. En 2015, le Néo-Consortium a déplacé son siège social sur la Lune pour bénéficier d'un environnement fiscal avantageux, et aussi un engagement proactif et volontaire, parce qu'en 2022, le Néo-Consortium a inventé la micro-compensation, et depuis installe massivement des plantes vertes dans ses bureaux pour micro-compenser toutes ses activités. Voilà, le Néo-Consortium et l'ensemble de ses collaborateurs vous souhaitent la bienvenue dans un monde de solutions plastiques et vous remercie pour votre attention. Une question pour vous. Qui ne connaissait pas encore le Néo-Consortium parmi vous? Incroyable. D'accord. Et est-ce que vous seriez prêt à rejoindre le Néo-Consortium? Oui. Ah, oui. Très bien. Alors peut-être que vous avez quelques doutes sur leur éthique et leurs objectifs, mais peut-être qu'il est temps de retourner à d'autres modestes réalités et de savoir, cher Daniel, cher Jean-Louis, si le Néo-Consortium n'est pas peut-être une start-up fictive. Alors, en fait, effectivement, c'est un projet, c'est une multinationale fictive qu'on développe depuis 2014. Et donc en fait nous c'est un collectif qui est composé d'artistes plasticiens, d'ingénieurs, de graphistes, de designers. Enfin voilà, en fonction des projets en fait on est plus ou moins nombreux. Et donc en fait il s'agit d'une entreprise critique. Et voilà, et pour avancer dans notre projet en fait, donc pour avancer en fait une des choses qu'on essaye de faire, c'est de créer des intersections entre la réalité et la fiction. Ce qui fait qu'en fait, on considère que notre travail, ça peut aussi bien être d'organiser une vente aux enchères, ou bien on a aussi tenu un magasin pendant 2 semaines dans Paris, ou ça peut être de créer un jeu de construction, ou enfin voilà, toute forme qui sera une manifestation du Néo-Consortium dans la réalité devient une pièce de l'ensemble. Ouais, donc toute forme est légitime. Et ce qui compte, c'est même la variété des médiums. Et voilà, donc la fiction avance par ellipse, c'est-à-dire qu'on produit une pièce, mais on considère que voilà, l'ensemble une ou deux pièces et l'ensemble du service existent. Et voilà, et donc dans le projet, il y a l'idée de l'envahissement, de la toute-puissance, et donc derrière une approche totalitaire et obsessionnelle. Et on peut dire aussi le business as usual. Oui, c'est vrai. En fait, il s'agit toujours d'aborder tous les sujets avec la posture business as usual. Et c'est aussi un projet où l'écriture compte beaucoup. Et donc il y a tout le temps une circulation continuelle entre le discours commercial, la fiction et le mensonge. Et donc je peux témoigner que ça demande beaucoup de médiation dans les expositions parce qu'il y a des gens qui partent pas contents. Oui. Et une fois qu'on les rattrape, qu'on leur explique que bon, tout ça c'est quand même un petit peu un joke, ils sont d'autant plus contents de s'être fait avoir et ils sont très heureux de... Voilà. Maintenant, on a à peu près maintenu l'horloge telle qu'on souhaitait le faire. On va vous passer le micro pour quelques questions éventuelles, si vous le souhaitez. Je peux bien faire le... Est-ce qu'il y a des questions? Oui, alors il y a une question au milieu, ça va être compliqué. Bonsoir.
Bonsoir, je la pose maintenant parce que je voulais savoir qui finance réellement l'Union Consortium. En fait, on répond beaucoup à des appels à projets. Et, voilà. Et puis, pendant longtemps, ça a été autofinancé. Et puis maintenant, on participe donc à des projets qui... On peut dire aussi que l'Exoform a été financé par Monde Nouveau, c'est un financement européen. À l'occasion de la fin du Covid, il y a eu un grand appel à projet, et du coup ça nous a beaucoup financé. Et après, en fait, dans le cadre de la Biennale Nemo, il y a eu des productions par la Biennale Nemo, par le 104, et aussi sur le Zooform, la biodiversité 2.0, il y a le Quai des Savoirs qui a aussi produit le travail. D'autres questions? Non, pas d'autres questions. Bah, écoutez, de toute façon, vous pourrez toujours aller les voir plus tranquillement. On est pile à l'heure, donc on va pouvoir en rester là. Vous remercier une fois de plus, et puis passer à la table ronde suivante, le temps de remettre un peu d'ordre dans tout ça. Merci beaucoup.